Bonjour Sophie, merci de nous rejoindre sur ce podcast pour échanger au sujet des DID, les identités décentralisées, qui changeront a priori beaucoup de choses dans la manière d'authentifier les biens et les humains sur Internet en redonnant le pouvoir des données aux utilisateurs grâce à la blockchain. Facebook n'a qu'à bien se tenir. Sophie, je te laisse te présenter dans un premier temps et nous dire, d'ailleurs, si on dit un ou une DID, c'est un débat qui existe un petit peu dans l'écosystème, et puis nous expliquer dans les grandes lignes ce que sont ces DID. Oui, alors enchantée, merci de m'avoir invitée. Je m'appelle Sophie Dramé-Meignet, je travaille chez Nickname, qui est une boîte française qui travaille justement dans tout cet univers des identités décentralisées, qui propose des solutions d'identification basées là-dessus. Et moi, personnellement, j'ai un profil plutôt recherche. J'ai fait une thèse sur le contrôle d'accès dans la blockchain et dans l'IoT. Voilà, c'est des sujets un peu autour de ça. Ok, très bien. Est-ce qu'on dit un ou une DID alors? C'est un identifiant Alors ou justement, une la entité question, en fait, décentralisée, et c'est quoi? ce dont on parlait un petit peu avant, c'est finalement qu'est-ce qu'on entend par DID parce que c'est un identifiant, mais c'est une identité. Si on est en train de parler d'un identifiant décentralisé, ce sera un DID, ce que moi, je préfère, parce que finalement, c'est un peu plus ça, quand on parle des standards qui s'appellent, qui définissent ce qu'est un DID, c'est plutôt un identifiant. Mais après, si on est en train de parler des identités, ce sera plutôt une DID. Est-ce qu'on peut justement apporter une définition de ce qu'est une DID ou un DID? Du coup, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert un petit peu dans les grandes lignes? On approfondira ça plus tard, mais est-ce que tu peux nous donner un petit peu la définition? Donc là, encore une fois, ça dépend de quel point de vue on se place, parce que finalement, donc, dans le monde dans l'écosystème des identités décentralisées, il y a pas mal d'acteurs, mais actuellement, il y a des standards qui sont en train d'émerger, et donc il y a un standard qui est le DID, qui est un standard qui émane de la DIF, la Decentralized Identity Foundation, et le W3C, le World Wide Web Consortium. Et donc ça définit un DID, et c'est en fait comment est-ce qu'on peut utiliser un registre distribué du style blockchain pour émettre et gérer des identifiants. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est les standards, c'est ce qu'on commence par vraiment entendre par un DID. Et donc ça, c'est un identifiant décentralisé qui est appuyé sur un registre distribué et qu'on peut utiliser parce qu'en fait, qu'est-ce qui a besoin d'un identifiant? Ça peut être toi ou moi, mais ça peut aussi être, si on revient sur de l'IoT, ça peut être un objet connecté, ça peut être, ça peut être un téléphone, ça peut être un programme, voilà. Donc ça peut être vraiment utilisé, identifiant, il peut être collé sur tout et n'importe quoi. D'accord. Et alors, quels sont les avantages qu'offrent ces DID-là par rapport aux services en place? Moi, quand j'ai entendu parler des DID, c'était surtout à l'époque et au moment où il y a eu des grosses fuites de données de plateformes centralisées ou de services centralisés ou de réseaux sociaux. Et voilà, effectivement, le DID était une solution pour ne plus avoir ces fuites de données-là. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça peut être une des utilisations des DID? Alors, oui, parce que donc l'intérêt d'un système décentralisé, finalement, c'est de ne pas avoir cette cible alléchante que représente le système centralisé. Si par exemple on prend Facebook, puisqu'il y a puisque donc, bon, moi j'aborde ça un petit peu selon la thématique de l'identification, puisque c'est là-dessus qu'on travaille chez nous. Mais donc si on prend Facebook, ton mot de passe, toutes tes données, tout ce qui a trait avec toi, va être stocké chez Facebook. Mais pas que tes données à toi, tes données, les données de millions d'autres utilisateurs. Donc en fait, quand quelqu'un veut obtenir des données, c'est quand même vachement alléchant d'aller attaquer Facebook. Puisqu'en Ouais, fait, avec une cible, donc on récupère plein de données. Quand on est dans un système décentralisé, du coup, les données, elles vont plus être chez Facebook, elles vont être sur ton téléphone. Ou elles d'accord. vont être, voilà. Et donc, du coup, maintenant, si je veux récupérer les données de millions d'utilisateurs, il faut que je fasse des millions d'attaques, puisqu'il n'y a pas un seul endroit avec une seule cible, avec, voilà quoi. Il n'y a pas eu un trésor quelque part d'informations. Donc, Ok. c'est plus compliqué et c'est moins intéressant pour les attaquants. Et alors, du coup, comment ça fonctionne sur l'émission justement de ce standard-là?
Est-ce que Facebook va regarder ce qu'on a dans l'ordinateur, vérifier si c'est correct, comment on donne l'information première à l'ordinateur ou au téléphone? Alors, ce qu'il faut voir, c'est que l'édit, c'est un peu un changement de paradigme un peu profond quand même sur la manière dont on fait les informations. Et notamment, en fait, les boîtes comme Facebook, elles font tout leur modèle économique Bah oui, en sur plus. la Ouais. gestion de nos informations. Donc, est-ce que Facebook va aller se diriger vers l'édit? Voilà, j'ai quelques doutes sur là-dessus. Et donc, en fait, ça demande un peu de revoir comment on fait les choses. Et notamment, l'un des points un peu clés de ce type d'écosystème, c'est un peu la responsabilisation des utilisateurs finaux, dans le sens où, bah, quand, quand Facebook ou Google ou machin a toutes nos données, en fait, par exemple, si tu perds ton mot de passe, tu dis, est-ce que tu peux régénérer mon mot de passe? Euh, donc, c'est pratique. Mais si on dit, bon, moi, je veux pas que Facebook ait accès à mes données, je veux pas que Facebook ait accès à mon mot de passe, et qu'après, on perd ces identifiants, on perd ce genre de choses, du coup, c'est un peu plus compliqué d'imaginer comment est-ce que je peux avoir de nouveau accès à cette information sans l'avoir donnée à personne. Enfin, voilà. À la Donc, manière ça, c'est des portefeuilles crypto-monnaies qu'on connaît aujourd'hui. Exactement. Donc voilà, c'est si on veut avoir le contrôle de nos données, ça nécessite de prendre la responsabilité de qu'est-ce qui se passe si on les perd, de qu'est-ce qui se passe si on les donne à une mauvaise personne, de qu'est-ce qui se passe. Enfin voilà. Donc du coup, il y a quand même tout un shift à faire en termes de mentalité, en fait, je pense, au niveau des utilisateurs sur ce qu'on attend. Je suis désolée. Tu peux répéter ta question parce que je pense que j'ai répondu un peu à côté. Non, non, tu es en train d'y répondre, mais c'était la deuxième partie, du coup, c'était comment euh, ça se présentera. Est-ce que c'est une application sur laquelle on va donner au début les clés de notre identité? Est-ce qu'on va donner un KYC et ensuite on n'aura plus besoin de données? Comment en fait l'onboarding, la première étape qui ensuite nous délivrera le DID, comment elle peut s'assurer que pour le coup là c'est la bonne personne en face? Alors, donc, plein de choses là-dessus. Donc déjà, là, on est en train de parler en des termes euh, très flous, parce que finalement, ça dépend des cas d'usage. Les cas d'usage, il y en a plein. On a vu tout à l'heure, DID, finalement, ça peut être dans le domaine de l'Internet des objets, comme ça peut être pour de la supply chain, enfin de la gestion. Une entreprise qui décide d'avoir ses partenaires, comment est-ce que les choses sont gérées. Ça peut être euh, pour euh, pour décider qu'est-ce qu'on a comme objet en vente dans un truc en ligne. Donc il y a beaucoup d'applications différentes et donc en fonction de qu'est-ce qu'on a comme application, on a des règles bien évidemment différentes qui vont être appliquées. L'intérêt du DID et l'aspect décentralisé, c'est que normalement on peut le générer tout seul de son côté. Donc D'accord. quand on parle des problématiques de KYC, en fait c'est les KYC, c'est pour quand on veut être dans le domaine de la crypto, quand on veut être dans le domaine financier en fait. Donc, du coup, si on utilise un DID dans le domaine de la supply chain, par exemple, on va pas avoir besoin de ces KYC. Mais techniquement, pour générer un DID, tout ce dont j'ai besoin pour la plupart des DID, c'est par exemple de faire une transaction sur une blockchain. Parce que ça va mettre mon adresse sur la blockchain. Moi, pour faire cette transaction, il a fallu que je génère ma clé privée. Donc, j'ai tout ça de stocké, voilà. Et donc, on peut imaginer que ça soit dans un wallet sur un desktop, soit sur le téléphone portable, mais sur le terminal de l'utilisateur, en fait. Ouais, d'accord. Ok. Mais là, du coup, ça veut dire que effectivement, on-chain, on sait faire l'identification, mais en dehors de la chaîne, on ne sait pas, tout comme une adresse crypto, qui possède cette adresse. Et du coup, là, est-ce qu'on a besoin ou pas d'avoir ce lien? Finalement, ça va dépendre du cas d'usage. Puisque, en fait, moi, quand on parle d'identité digitale, je vois un peu deux types d'identité digitale. Le premier, c'est, par exemple, quand on parle, si on joue à des jeux et qu'on a un profil Steam, qu'on est sur Discord, ce genre de choses, en fait, c'est une identité digitale qu'on a. Cette identité digitale, en fait, c'est un identifiant, mais c'est aussi des actions qui s'y rapportent. Donc, par exemple, peut-être qu'on va avoir des trophées Steam, ce genre de choses. Et en fait, cette identité, elle a une vie dans le monde digital. Elle n'a pas besoin d'être rattachée à une identité réelle, finalement. Hmm. Donc, c'est une identité en ligne, en ligne. Et Ouais. alors qu'en fait, quand on va essayer de remplacer d'être notre propre personne dans l'écosystème digital, là, en fait, on va avoir besoin, comme tu le dis, d'avoir ce KYC, de lier, en fait, notre identité réelle à cette identité
digitale. Et donc là, on est sur un deuxième type finalement d'identité. Et toutes les applications n'ont pas forcément besoin. D'accord, ok. Et là, ça voudrait dire à chaque fois d'avoir une seule adresse, c'est possible. Et on n'aurait pas besoin d'avoir 500 identifiants à chaque fois avec un mot de passe différent pour augmenter la sécurité. Tout ça, c'est des barrières enfin, c'est des difficultés qui sautent alors pour le coup. Alors, donc, et là, je vais prêcher un peu pour ma paroisse, mais donc ce qu'on fait chez Uniclaim, justement, l'idée, c'est d'avoir effectivement un identifiant qui soit unique et de ne pas avoir de mot de passe, puisque encore une fois, la manière la plus facile de sécuriser des données, c'est de ne pas avoir besoin de ces données. Si elles n'existent pas, si elles sont nulle part, voilà. Si on n'utilise pas de mot de passe, on ne peut pas se faire voler son mot de passe. Et de fait, avec la clé privée qu'on utilise pour les cryptos, en fait, on signe une transaction sur la blockchain, et quand on signe une transaction sur la blockchain, on ne demande pas en plus un mot de passe, en fait, parce que finalement, la possession de la clé, c'est suffisant. Donc après, Ouais. peut-être que le wallet, il va demander à ressaisir un PIN, peut-être à mettre son doigt pour vérifier que c'est bien la bonne personne qui est en train d'utiliser le téléphone, ce genre de choses. Mais finalement, au niveau de l'application derrière, c'est juste la clé privée qu'on utilise. Donc en fait, en se basant sur ce modèle-là, on se débarrasse un peu de la nécessité d'avoir un mot de passe. D'accord, ok. Et comment, par exemple, ce système-là pourrait s'intégrer dans une dynamique qui est en train de prendre de plus en plus de place, que tu vois sans doute aussi, de désanonymiser Internet, entre guillemets. Est-ce que tu penses que Mm. ça pourrait fonctionner quand même, ou est-ce qu'il risque d'y avoir des barrières à l'entrée où justement on va demander des KYC, on va donner un identifiant et on se sert en fait des DID pour contrôler un peu l'identité sur Internet? Mais donc en fait, je pense que ce qu'il faut voir, c'est que, et même aujourd'hui, on a plein d'identités. Sur Internet. Donc, si on reprend mon identité de gamer, enfin voilà, j'ai un compte Steam, j'ai un compte Reddit, j'ai un compte voilà. Et ça, c'est des identités qui peuvent être séparées. Donc, Ouais. en fait, il y a des actions sur Internet pour lesquelles on a besoin d'avoir une identité réelle. Si par exemple on décide demain d'acheter une maison sur Internet ou ce genre de choses, là c'est un cas d'usage dans lequel on va avoir besoin d'être désanonymisé. Mais en fait, moi, je pense que ce qui est important, c'est d'être bien capable de séparer ces différentes identités et de dire, voilà, par exemple, est-ce que j'ai envie que mon employeur accède à mes données de Facebook? Non, donc du coup, j'ai pas besoin d'avoir mon vrai nom sur Facebook, ce genre de choses. Donc là, de la même manière, j'ai un DID pour mes activités, fun, voilà. J'ai un DID pour être sur Reddit, j'ai un DID pour être sur mes jeux Steam, et puis ensuite, j'ai un DID qui est lié à, euh, à des propriétés telles que mon nom, ma date de naissance, ce genre de choses. Et ça, j'utilise dans le type d'activité qui en a besoin. Quoi. Ok. Et là, pour le coup, pour signer ces transactions-là, ça pourrait se faire sur la blockchain Ethereum, par exemple. Ça pourrait être juste une application supplémentaire sur Ethereum ou il faudrait une blockchain à part. Bien sûr. Alors donc, du coup, pour revenir un peu sur l'écosystème qui est en train de qui est en train de se monter au niveau de la DIF et DIF de temps en temps, mal. Donc au niveau de la DIF, la DIF, hein, juste rapidement, c'est une fondation avec pas mal d'entreprises. Donc, Unitname en fait partie, mais il y a aussi Microsoft, non? Microsoft, par exemple, exactement. J'allais dire Microsoft Ion, en fait, c'est basé sur des standards qui sortent de la DIF. Enfin voilà, donc c'est tout un écosystème en fait qui travaille sur justement toutes ces problématiques d'interopérabilité, toutes ces problématiques de comment est-ce qu'on va faire pour faire fonctionner tout ensemble et pour shifter en fait tous nos systèmes centralisés sur des choses un peu décentralisées. Donc il y a des choses qui se préparent et notamment en fait il y a des standards il y a des gens qui proposent des standards qui vont marcher spécifiquement sur Bitcoin, qui vont marcher spécifiquement sur Ethereum, qui sont en fait liés à une blockchain spécifique. Et puis, il y a des standards qui sont faits pour se mettre en surcouche au-dessus de tout et pouvoir marcher sur n'importe quelle chaîne. On peut demain imaginer quelque chose qui soit développé spécifiquement sur Ethereum, mais on peut aussi imaginer quelque chose qui marche un peu sur n'importe quelle blockchain. Ok. Et quand tu dis standard, c'est à la manière d'un standard ERC20 ou ERC721, c'est quoi? C'est un token, c'est un jeton, c'est comment ça fonctionnerait justement? Donc c'est par exemple des API, c'est une manière, c'est qu'est-ce qu'il faut avoir comme méthode sur une fonction, quels sont les champs dans un JSON. Enfin je suis peut-être en train de descendre à un niveau de spécificité trop Non, non, c'est très bien. trop bas, mais enfin voilà,
que tout le monde soit d'accord pour qu'on parle le même langage et que, en fait, quand j'appelle une fonction, quand j'envoie un JSON, quand je machin d'un côté, ce soit compris de l'autre, quoi. Ouais, c'est ça. OK. On est en Europe. Il y a la RGPD qui protège pas mal l'utilisateur et en tout cas ses données ou par rapport à d'autres pays en tout cas. Comment ça s'intègre justement cette technologie dans le cadre légal et particulièrement en Europe avec la RGPD? La RGPD, elle traite de données personnelles. Ce qu'il faut voir, c'est qu'est-ce que c'est qu'une donnée personnelle. Parce que finalement, quand on sépare un peu nos deux types d'identité, dans notre première type d'identité, qui est l'identité en ligne et qui n'est pas du tout rattachée à des choses qui nous identifient, bah, finalement, on n'a pas vraiment ces problématiques de RGPD. Puisqu'il n'y a pas de... Si on ne met pas d'informations identifiantes sur la blockchain, bah, il n'y a pas de problématique de RGPD. D'accord. Ouais. Maintenant, quand on est en train de parler effectivement de toutes les problématiques de KYC et tout ça, là, on est clairement dans le cadre d'informations personnelles et d'informations identifiantes, donc là, il faut faire attention. Et donc, en fait, la question, c'est qu'est-ce qu'on met sur la blockchain? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a tout un pan technologique enfin, je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, les preuves à divulgation nulle de connaissances. Zero Knowledge. Zero Knowledge Proof, Ouais, yes. ça un petit peu, mais est-ce que si tu peux rappeler un petit peu, avec plaisir. Ouais. Donc le principe, et on va pas descendre dans les détails parce que ça pour le coup, voilà. Le principe des preuves à divulgation nulle de connaissances, c'est je veux te prouver quelque chose et à la fin de cette preuve, c'est une preuve interactive entre toi et moi. Et à la fin de cette preuve, la seule chose que tu dois avoir appris, c'est que ce que je veux te prouver est vrai. Par exemple, l'exemple type d'une preuve à divulgation nulle de connaissances, j'ai deux photos qui sont similaires. Et moi, je te dis que non, il y a des différences entre les deux photos. Et je sais les différencier. Mais je ne veux pas te pointer les différences, parce que peut-être que je suis en train de te dire, si tu me donnes 5 euros, je te donne les différences. Donc du coup, je te dis, bah ouais, ok, d'accord, mais avant de te donner 5 euros, prouve-moi qu'elles existent bien, ces différences. Bon. Donc du coup, en fait, par exemple, toi, derrière les photos, tu écris photo A, photo B, tu les mélanges, tu me les montres, tu me dis c'est laquelle la A. Je pointe une photo. Tu les mélanges, tu me les montres, c'est laquelle la A, je pointe une photo. Et tu fais ça autant de fois que tu veux pour te convaincre qu'en fait, je suis vraiment capable de les différencier. D'accord. Et donc, en fait, dans ce cas-là, tu sais toujours pas quelle est la différence entre la photo A et la photo B, mais tu es convaincu que moi, je suis capable de les différencier. Après, donc, il y a plein de propriétés. C'est que bah, s'il y a quelqu'un qui nous regarde, bah, en fait, cette personne, elle va pas non plus être convaincue que je sais différencier A et B parce qu'on aurait pu se mettre d'accord. On aurait pu dire, OK, moi, j'ai une séquence, droite, droite, gauche, gauche, droite, gauche. Et du coup, bah, à chaque fois, tu la mets à droite, à gauche, machin. Donc, en fait, une personne qui nous regarde juste avoir cet échange, elle n'est pas convaincue que j'ai cette information. Enfin, voilà. Donc, c'est vraiment, tu es la seule personne qui est convaincue que je sais différencier la photo A et la photo B. OK. Et voilà. Et donc, ça, c'est une technologie qui peut s'appliquer pour d'autres types d'informations. Et donc, l'idée, c'est d'utiliser peut-être un peu ça pour dire, en fait, sans te dévoiler mon âge, je peux te convaincre que j'ai plus de 18 ans, par exemple. D'accord. OK. Ça, et donc là, pour rebondir sur la question de la RGPD, pour le coup, ça peut être des solutions pour ne pas être sous le couperet de la RGPD tout en prouvant des informations personnelles, en gros. Exactement, puisqu'en fait, ça veut dire que seule la personne qui va pouvoir observer la preuve va être convaincue que j'ai plus de 18 ans. C'est la seule chose qui va acquérir comme information. Enfin, voilà, et donc dans ce cas-là, on tombe. Il n'y a pas parce que la problématique d'écrire des informations personnelles à la blockchain, c'est qu'ensuite, c'est compliqué de les enlever, donc le droit à l'oubli, tout ça, c'est pas très compatible avec la blockchain. Il faut faire un petit peu attention à ce qu'on dit. Histoire de bien être sûr, c'est-à-dire qu'effectivement, demain, si ce standard il est utilisé, on n'aura plus des fuites de données de Facebook, mais on aura une fuite de données de Sophie ou une fuite de données de Valentin, parce que c'est nous qui aurons été corrompus. Exact. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que si quelqu'un décide de s'en prendre à toi personnellement, on va pas se mentir, tu peux mettre beaucoup de choses en place. A priori, s'ils y passent le temps et les ressources nécessaires, ils vont y arriver. Donc c'est ça qu'il faut se dire en termes de sécurité, c'est que la question c'est une question de moyens, c'est une question de temps, mais tous les systèmes sont faillibles. Donc, par exemple, si moi je laisse mon portable ouvert et que y a quelqu'un qui me pique mon téléphone alors que je l'ai pas fermé,
si il y a mon PIN qui est écrit derrière mon téléphone. Enfin voilà. Donc on peut mettre en place des choses pour pas être une cible très tentante. Donc c'est pour ça que il y a des bonnes pratiques et qu'il y a des choses qui sont mieux à faire que d'autres, puisque les attaquants en général ils s'en fichent un peu de Valentin, ils s'en fichent un peu de Sophie. Ce qu'ils veulent c'est les données de quelqu'un. Donc si c'est un peu plus compliqué que de nous attaquer nous, ils vont attaquer quelqu'un d'autre. Mais effectivement, voilà, demain ce sera, en fait, il y a eu un problème du côté de Valentin. Alors, ce qu'il faut pas oublier aussi, c'est que, et c'est un peu le cas, enfin, dans l'écosystème Bitcoin ou en général, en fait, on utilise des programmes pour se connecter à la blockchain, et ces programmes-là, ils peuvent être faillibles. C'est-à-dire MetaMask, par exemple, ou les autres wallets. Voilà. Donc, effectivement, si il y a quelqu'un qui réussit à mettre à disposition une version de MetaMask en se faisant passer pour le développeur légitime qui, au lieu d'envoyer les transactions dans la blockchain, enfin, prennent les clés privées et les envoient à une adresse email. Voilà. Donc là, il y a un souci qui va venir effectivement de l'utilisation de MetaMask et pas de l'utilisation du téléphone ou de l'ordinateur de Valentin ou de Sophie. Donc il y a quand même des intermédiaires entre nous et la blockchain qui peuvent être faillibles. A priori, ça ne viendra pas en tout cas de la blockchain elle-même. Exact. Ouais, c'est ça. Ok. Est-ce qu'on peut imaginer que avec les DID, des citoyens des pays émergents, par exemple, qui n'avaient pas forcément d'accès à certains services, puissent y accéder grâce au DID? Ah ben bien sûr, après, des cas d'utilisation des DID, il y en a vraiment énormément. Au moment où la blockchain a commencé à émerger, l'un des cas d'usage qui revenait un petit peu, c'était l'immobilier, parce qu'il y a des pays dans lesquels, en fait, il n'y a pas vraiment de titre de propriété d'un terrain ou ce genre de choses. Et ensuite, il y a des gens qui se font un peu, qui se font piquer leur propriété et qui peuvent ensuite pas prouver que c'était des propriétaires, ce genre de choses. Donc il y a ce cas d'usage, ce type de cas d'usage qui est aussi vieux que la blockchain, c'est pas très vieux, et qui peut totalement revenir sur le devant de la scène avec ce genre de choses. Ouais. Ça veut dire parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des humains et moins des objets, comme on l'a précisé effectivement, mais une voiture autonome pourrait avoir son DID et si jamais il y a un problème, qu'on puisse retrouver son parcours, ce qu'elle a fait et pourquoi. Oui, alors encore une fois, là, il y a plein de cas d'usage. On peut effectivement se dire, ma voiture, elle est construite aux quatre coins du monde, en fait. Donc, il y a sa carrosserie qui a été construite en Inde, son moteur qui a été construit en Allemagne, machin. Et donc, on pourrait imaginer qu'en fait, chacune des parties de la voiture a un DID. Et quand on assemble la voiture, s'il y a un truc qui va pas, pardon, hop, s'il y a un truc qui va pas, on peut remonter aux manufactures d'origine. Ça se fait aussi pour la traçabilité, par exemple, des médicaments, ce genre de choses. On peut aussi imaginer que des voitures autonomes qui se parlent les unes aux autres pour échanger des mises à jour ou ce genre de choses quand elles sont sur la route. Enfin voilà, il y a des projets qui essayent de faire ce genre de choses. En fait, chacune ait un DID pour l'identifier et que ce DID, on est avec ce DID, c'est quoi cette voiture, c'est quoi son modèle, quand est-ce qu'elle a été fabriquée, est-ce qu'elle est légitime, est-ce qu'elle a tous les bons certificats qui vont bien, pour que au moment où je suis en train d'essayer d'échanger une mise à jour avec cette voiture, je puisse vérifier qu'elle est légitime pour m'envoyer une mise à jour et que c'est pas une mise à jour qui va être déroulée, quoi, par exemple. D'accord, ok. Donc en fait, la plus grande révolution des DID, ça va être pour les humains ou pour les objets? Je pense que ça a des ramifications assez énormes des deux côtés, en fait. Je pense que donc la blockchain, ce qu'elle apporte, c'est une possibilité de traçabilité et d'interopérabilité qui sont assez grandes. Et donc ça, c'est intéressant dans les deux cas. Ce que ça permet pour les humains, c'est un peu de reprendre le contrôle de ce qui se passe par rapport à nos données, de ce qui se passe par rapport à notre identité. Parce que aujourd'hui, notre pièce d'identité, elle est émise par le gouvernement. Notre compte Facebook qu'on utilise pour se connecter à d'autres endroits, c'est Facebook qui l'utilise, enfin qui le génère. Si demain Facebook décide de devenir payant ou de changer ses conditions d'utilisation,
soit on paye, soit on n'a plus accès à tout ça. Et donc, en fait, le fait d'avoir nos propres identifiants et une identité qui est sous notre propre contrôle, ça fait on est libre un peu de tous ces changements de conditions, changements de tarification, changements de tout ça. Donc, c'est aussi un gros shift assez important dans ce côté-là. À part si eux, du coup, ils décident de plus utiliser le standard qu'on avait jusque-là pour interagir avec eux. Oui. Ouais, c'est ça le seul risque. Ok. Et là, pour le coup, c'est ce que tu disais au début. Il va falloir repenser le modèle économique de beaucoup de structures existantes, comme Facebook, qui fonctionnent grâce aux données privées, quoi. Mais là, petit exemple sur Facebook qui est passé récemment, donc avec iOS 14.5, je crois, il y a un changement qui fait que donc, il y a un identifiant spécifique pour chaque téléphone, qui fait que les applications peuvent suivre le comportement et faire un profil type sur ce téléphone. Et donc, avec iOS 14.5, maintenant, les applications sont obligées de demander à l'utilisateur avant de le traquer. Et donc, Facebook, Instagram commencent déjà à dire s'il vous plaît, laissez-nous vous traquer parce que sinon, on ne peut pas vous garantir qu'on va rester gratuit. Alors qu'il y a toujours sur Facebook, et c'est gratuit et ça le restera toujours, la fameuse phrase. Voilà. Donc, Ouais. donc déjà, il y a des petits, en dehors de cette décentralisation, il y a des petits pas qui sont faits pour essayer de reprendre un peu le contrôle sur les données utilisateurs. Et il y a quand même un pushback assez important de la part des GAFAM. Parce que bon, j'ai pris Facebook, mais je veux dire, Google est tout aussi coupable de ce genre de choses. Ouais, c'est clair. Est-ce qu'on peut se faire une petite projection justement d'un monde où il n'y a que des DID, du je me lève le matin jusqu'à je me couche le soir, avec toutes les interactions qu'on connaît aujourd'hui? Est-ce qu'on peut se faire une petite projection de ce que ça changerait? J'ouvre mon téléphone le matin, par exemple, je vais sur les réseaux sociaux, je m'identifie avec la blockchain, ensuite je prends ma voiture DID. Est-ce que tu peux nous faire aller 5-6 choses qu'on fait quotidiennement qui changeraient avec une DID ou avec le En DID? fait, je pense que ce qu'il faut voir, c'est que normalement, quand la sécurité et la technologie, quand c'est bien fait, euh, l'utilisateur voit pas forcément la Ouais. différence. Dans le sens où, par exemple, aujourd'hui, avec Uniclaim, quand on se connecte à un site, ce qu'on fait, c'est on a une petite application et on reçoit une notification sur son téléphone dans l'application pour dire, tu as voulu te connecter à tel site, est-ce que ça te va? Bon, donc c'est pas une interaction qui est totalement étrange, dans le sens où les gens qui utilisent déjà des authentifications à 2 facteurs, ils vont recevoir un code par SMS, ils vont recevoir, ce genre de choses. Donc c'est des identifications, c'est un geste finalement qui s'inscrit dans une habitude qui est déjà un petit peu prise. Alors que par contre derrière c'est totalement différent en termes de technologie. Donc normalement, si les gens font bien leur travail, il ne devrait pas y avoir trop de différence, à part ce qui se passe en dessous, quoi. Et ce qui se passe en dessous, c'est reprendre le contrôle des données. Et ce qui se passe en dessous, c'est que finalement, au lieu que mon mot de passe il soit envoyé à Facebook, à Google, qui vérifie dans sa base de données si c'est le bon, tout ça, et en fait, c'est mon téléphone qui va signer un petit challenge avec ma clé privée. De l'autre côté, on va aller dans la blockchain, regarder ma clé publique, vérifier que ça correspond et me donner accès à tout ça. Donc, en fait, en arrière-plan, il y a beaucoup de tuyaux à mettre ensemble, il y a beaucoup de choses à développer, mais normalement, pour l'utilisateur, alors si après peut-être qu'on va avoir une application avec, voilà, ça c'est mon identité de gaming, ça c'est mon identité réseaux sociaux, ça c'est mon identité machin, et du coup, qu'est-ce que je veux partager comme information quand je me connecte? Est-ce que je donne mon nom ou pas? Est-ce que ce genre de choses? Ou par exemple l'un des sujets dont on parle beaucoup en ce moment pour les DID, c'est pour les passeports de vaccination, par exemple. En ce moment avec le Covid. Donc, du coup, est-ce que vous voulez partager le fait que vous soyez vacciné avec ce bar pour qu'il vous laisse rentrer? Oui, non, bam. Il y a, il y a, il y a au JO aussi, ils veulent utiliser les DID, non? Aujourd'hui, parce que si on est sur les problématiques d'identité et d'authentification, aujourd'hui, quand on va au travail, potentiellement, on a un badge avec une petite clé dedans et puis on passe Ouais. notre badge sur une liseuse. Quand on va à un concert, on peut avoir un pass VIP avec notre nom, mais du coup, ça pourrait être automatisé.
quand on rentre en fait, oui, il y a un concert, on a un billet, on a quelque chose comme ça. Ce billet aujourd'hui, il pourrait être donné à notre identifiant. Et ensuite, il faudrait juste que l'identifiant prouve la possession du billet, ce genre de choses. Et justement, cette vision-là, c'est à combien de temps pour toi? Ça, 1 an, 5 ans, 10 ans, 15 ans? Dans combien de temps ça Oh sera là là. peut-être pas le standard, mais en tout cas, ça sera majoritaire dans l'écosystème. Le problème de l'écosystème décentralisé, c'est qu'il faut discuter. Dans le sens où, quand on a une seule compagnie qui émet un standard et qui dit, bon, maintenant, vous vous rangez là-dessus, ou sinon, vous ne pouvez pas faire affaire avec nous, et nous, on a un tiers du marché, bon, tout le monde s'aligne. Alors que là, en fait, faut voir, ah d'accord, donc pour tel cas d'usage, est-ce que ça va bien se passer? Pour tel cas d'usage, ça va bien se passer. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Et du coup, c'est un peu plus lent. Donc, 1 an, non. Mais d'ici, je pense, les premiers cas d'usage commencent à arriver déjà, de 1. Donc, en fait, aujourd'hui, il y a des applications qui se basent sur les DID. Mais pour que ce soit répandu, avec la responsabilité de l'utilisateur, je sais pas, peut-être 5-10 ans. Le problème qu'on rencontre, en tout cas nous de notre côté, c'est un peu cette éducation des utilisateurs. Parce qu'en fait, quand on parle à des gens qui sont habitués de la blockchain et qui sont habitués des cryptos et des crypto-monnaies, ils ont déjà cette connaissance de qu'est-ce que c'est une matière privée, qu'est-ce que c'est qu'un wallet, pourquoi est-ce que c'est moi qui suis responsable de mes informations, tout ce genre de choses. Si on veut aller parler à des gens qui sont pas du tout tech, qui sont pas du tout dans le monde des crypto-monnaies, il y a un effort d'évangélisation un petit peu à faire qui prend un petit peu de temps, je pense. De leur expliquer qu'il faut garder sa clé privée, pas la communiquer et tout, ouais, c'est encore un peu compliqué. Et est-ce qu'il y a pas de problème au niveau de la régulation? Pour le coup, vous n'êtes pas heurté à cet aspect-là chez Unique par exemple? Encore une fois, la régulation, elle dépend du secteur. Donc, dans le secteur de l'authentification, sachant nous, on n'a aucune donnée personnelle de notre côté et que tout est du côté utilisateur, et du coup, il n'y a pas vraiment de régulation qui s'applique à ça. Ouais, ok. Est-ce que tu peux nous donner quelques mots, nous dire quelques mots justement sur Unnickname, quelle solution vous apportez et comment vous intégrez le principe du DID dans votre solution? Donc justement, donc effectivement, Unique Name pour un seul nom, Unique Name, c'est une solution d'authentification décentralisée qui s'appuie sur la blockchain UNS Network. Mais bon, ça, peu importe, c'est pas très grave. C'est une boîte française, effectivement, qui est localisée à Nantes. Et donc, le but, c'est de sécuriser tous les accès web à partir de votre téléphone. Donc, ça rentre dans le cadre des solutions multifactor authentication. Et donc, là où sur un site web, vous iriez rentrer votre mot de passe et votre email, à la place, vous allez rentrer votre unique name et vous allez recevoir dans votre application sur votre téléphone une petite notification vous disant tel site demande de vous connecter. Vous dites oui. Tout se passe en arrière-plan. Voilà, la clé privée signe ce qui va bien et vous êtes connecté. Merci beaucoup, Sophie, en tout cas, d'être venue nous expliquer un petit peu le principe des DID. Est-ce que tu as des réseaux ou les réseaux de Nickname pour vous suivre un petit peu et en apprendre davantage sur cet univers? Oui, alors donc si vous voulez suivre ce qui se passe avec Uniquename sur Twitter, c'est @uniquename_UNS. Et c'est encore mon anglicisme, excusez-moi. Et si vous voulez suivre ce qui se passe un petit peu avec notre blockchain qui est en dessous de tout ça, c'est @UNS_network. Excellent. Merci beaucoup, Sophie, pour toutes ces explications. J'espère que ce podcast vous aura plu, que vous en connaissez désormais davantage sur ces DID. Je vous mets dans la description quelques liens pour approfondir vos recherches sur ce sujet si vous le souhaitez et pour regarder un peu plus les réseaux et les sites de Uniquename, donc qui propose une partie des solutions avec ces DID. J'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire et à proposer éventuellement d'autres sujets ou interlocuteurs que vous aimeriez entendre sur ces épisodes. Quant à nous, on se retrouve très rapidement pour de nouveaux épisodes. D'ici là, restez curieux et connectez au site de cryptost.fr pour être à l'affût de toutes les dernières news crypto.